Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par Culture RH, le webinaire Instant RH. Chaque mois, on se retrouve pour échanger sur de nouvelles thématiques. Alors, je vois que ça commence à pianoter dans le chat, c'est bon signe, ça veut dire que vous êtes là. Pouvez-vous me confirmer que vous me voyez bien, vous m'entendez bien et que vous voyez aussi nos invités, comme ça on s'assure que tout est fonctionnel et on se lance. Bonjour, tout est OK, super, merci Rachel. Bonjour Sonia, bonjour Abigail, Mathilde. Je ne vais pas dire tous vos prénoms, mais je vois qu'il y a déjà du monde, donc bienvenue à tous. Ravie de vous retrouver sur un sujet qui aujourd'hui, moi personnellement, me passionne puisqu'on va parler de culture d'entreprise. En gros, la culture d'entreprise, c'est pas que du marketing et vous allez voir que justement, on va dédier cette petite heure de webinaire pour parler de développement de la culture. Et en plus, on vous promet un webinaire très riche parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir deux invités qui travaillent tous les deux pour Factorial. Et ce webinaire va être agrémenté avec leurs propres expériences chez Factorial et comment leur culture se déploie. Alors, je vous rappellerai un petit peu tout à l'heure le cadre du webinaire, mais déjà, dans un premier temps, bonjour Mickaël et bonjour Valentin, merci à vous deux d'être ici. Je vous propose de nous dire un petit peu en 2-3 mots qui vous êtes et puis pourquoi vous êtes là aujourd'hui avec moi. Mickaël. Ouais, pas de problème. Donc bonjour à tous. Donc je me présente. Donc je m'appelle Mickaël Coutin. Je suis actuellement conseiller RH du coup chez Factorial. Donc moi mon travail au sein de Factorial, ça va être de discuter avec différentes entreprises, la plupart du temps des TPE et PME. Donc ça peut aller de 20 employés à 500, admettons. Et de leurs besoins RH et ensuite de voir s'il y aurait bel et bien une plus-value dans l'utilisation d'un outil comme Factorial. Et donc, ce sera ça le gros de mes missions, en tout cas ici. Super, merci. Valentin. Bonjour à tous, donc moi c'est Valentin, je suis expert produit à Factorial depuis un peu plus d'1 an maintenant. Alors derrière ce nom, bon en réalité voilà, c'est qu'on connaît un peu le logiciel ça sur le bout des doigts. Et derrière aussi on s'occupe principalement de toute la phase de paramétrage et de formation, d'onboarding de nos nouveaux clients. Donc en fait c'est toute une période qui dure plusieurs mois où on va leur expliquer un peu comment tout fonctionne et comment on va paramétrer tout leur compte. Super. Bon, moi, je pense que c'est clair, clair et efficace. Donc, merci à vous deux d'être à nos côtés aujourd'hui pour parler de ce sujet-là. Alors, juste pour rappel un petit peu du cadre et du fonctionnement du webinaire, bien que à force, je pense que vous commencez à avoir l'habitude parce que je reconnais des noms et je vois que on commence à avoir une petite communauté de fidèles spectateurs. Et pour vous rappeler, voilà, le fonctionnement, on est là pour à peu près 3/4 d'heure, 1 heure maximum ensemble pour parler de ce sujet-là. Comme à chaque fois, ce webinaire, il est à vous, hein, c'est vous qui le faites vivre. Donc, je vous invite à réagir dans le chat. N'hésitez pas à rebondir, à poser vos questions. Sentez-vous à l'aise. Et moi, mon rôle dans tout ça, c'est justement de faire le lien entre vous et nos intervenants. Donc, je me ferai votre voix. Et puis, si jamais des questions sont restées en suspens, rassurez-vous, on garde toujours un petit temps à la fin pour revenir sur vos potentielles interrogations et on se fera un plaisir d'y répondre. Je pense que j'ai rien oublié sur les consignes. On peut peut-être commencer déjà avec Mickaël ou Valentin. Je crois qu'il y avait un constat que vous vouliez nous partager par rapport à cette notion de culture d'entreprise. Alors, je vous laisse ouvrir le bal. D'accord, je te remercie Anaïs. On va commencer. On va commencer du coup. Alors, j'avais envie de commencer ce webinaire avec une statistique intéressante délivrée par le cabinet de conseil Deloitte, du coup, qui dit qu'environ 40% des employés qui ont été recrutés vont partir de l'entreprise dans les 6 premiers mois suivant leur embauche. Donc 40%, je ne sais pas vous, mais moi, c'est un chiffre qui me choque, c'est énorme. Donc, pas loin d'un employé sur deux. Donc, la vraie question autour de ce webinaire, ça va être au final comment mieux attirer et finalement retenir les talents qui viennent chez nous, histoire de faire en sorte de réduire ce nombre au plus bas possible. Si ça peut être 0, c'est mieux. Et donc, j'avais pensé, je me suis souvenu plus particulièrement de cette citation de Richard Branson qui disait « Prenez soin de vos employés et ils prendront soin de votre entreprise ». Donc, s'ensuit du coup tout le thème concernant la culture d'entreprise. Est-ce que c'est un bon moyen, oui ou non, finalement, de réussir à attirer et aussi retenir les talents? Donc, ça va être la question de ce webinaire. Moi, j'aimerais bien commencer par te poser la question, tout simplement à toi, Valentin. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la culture d'entreprise et qu'est-ce que ça t'évoque?
Alors tout à fait, bon la culture d'entreprise, alors bon déjà il faudrait définir exactement ce que c'est, hein, évidemment, mais c'est ce qu'on mais c'est une arme redoutable en fait pour, justement fidéliser, tous ces salariés, pour attirer des nouveaux salariés et si c'est bien orchestré, voilà, mettre en place toute une politique qui va pouvoir motiver justement nos équipes. Donc après voilà, elle n'est pas utilisée par tout le monde, ce n'est pas forcément pertinent dans tous les cas, mais c'est quelque chose qu'on voit se développer énormément dans pas mal d'entreprises, alors de la tech principalement, mais surtout beaucoup de startups la mettent en place, où il y a une population jeune en général, où on cherche justement à fidéliser ses talents. Et c'est quelque chose voilà, qui se développe maintenant également dans les grandes entreprises, parfois dans des industries qui peuvent paraître un peu plus rigides. Mais voilà, ça concerne désormais à peu près toutes les entreprises. Ouais, ouais, ouais. Toi, je sais pas si tu as eu des expériences en particulier. Est-ce que tu as eu l'impression que ce soit chez Factorial ou une autre entreprise dans ton parcours pro, d'avoir vécu, d'avoir été dans une entreprise qui avait une culture forte où là, tu t'es dit, ah ouais, là, j'expérience vraiment Mm. ça. C'est ça. Moi, je l'ai connu 2 fois, en fait. 2 fois quand on travaillait dans des startups, un peu sur le même alors, il y a eu Factorial déjà, où sa culture, en fait, est montrée dès le départ, dans le processus de recrutement, et également, en fait, tout au long de la vie, de notre vie dans Factorial. J'ai connu ça dans une autre startup dans laquelle j'avais travaillé, qui faisait également un logiciel, lié aux ressources humaines, et également, en fait, certaines valeurs étaient mises en exergue, où on essayait justement de nous pousser, on essayait d'avoir plusieurs personnes, enfin, tous les employés tournaient un peu autour de ces valeurs, partageaient ces valeurs en tout cas, et on avait cette chose-là en commun. Après voilà, inversement, j'avais connu l'inverse, des entreprises où les valeurs n'existaient pas vraiment, on va dire. Enfin, Mm, alors, ça veut dire que l'entreprise n'avait pas de valeur, attention. Simplement mm, que ce n'est pas quelque chose qui importait tant que ça. On prenait des personnes, bon, on voyait leur CV, on se disait, bon, ça correspond plus ou moins à ce dont j'ai besoin pour tel poste, et en avant. Et après, voilà, on se retrouvait avec des personnes qui avaient des profils très différents, qui ne partageaient pas forcément ces mêmes valeurs-là. Bon, voilà. Et voilà, donc j'ai d'accord. un peu connu les deux pour le coup. D'accord, 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 OK. Moi, pour rebondir un petit peu sur ce que tu as dit, ouais, je suis d'accord, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans toutes les startups qui émergent. C'est quelque chose qu'on voit depuis longtemps maintenant, je trouve, dans les grosses boîtes, comme, des boîtes comme Apple, Google ou même en France, pareil, c'est la même chose. Moi, pour te partager un petit peu mon expérience par rapport à ça, la culture d'entreprise, les valeurs, tout ça, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler en tant que salarié. Moi, j'ai toujours trouvé ça un petit peu bullshit. J'ai jamais trop prêté attention à ces choses-là, surtout parce que je pense, j'avais pas eu d'expérience réelle avec une entreprise ayant une culture forte. Factorial étant la première qui m'a fait cet effet-là. Euh, mais, euh, mais ouais, en fait, je pense que l'exécution est super importante, tu vois. Parce que si c'est Complètement. mal réalisé, et en fait, s'il y a une forme d'hypocrisie autour de cette culture d'entreprise, euh, moi, l'hypocrisie, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve beaucoup. Et donc, si j'ai le sentiment que la boîte est hypocrite dans la manière de présenter ses valeurs, ça va un peu m'énerver. Donc, euh, disons que c'est quelque chose auquel je vais être très sensible. Et, et donc voilà, donc je pense que l'exécution et la manière dont ça va être fait, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. 100% Euh, d'accord, hein. mais ouais, maintenant, Justement, Michael, ouais, vas-y. ce que tu mets en évidence là, ce problème parfois de décalage entre ce qui est communiqué en termes de culture et ce qui est vraiment vécu une fois que tu as rejoint l'entreprise, avec pour conséquence les départs potentiels. J'ai des personnes dans le chat qui me demandent justement, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus touchés par ce constat-là, et est-ce que les salariés qui partent justement, est-ce que c'est une typologie particulière de salariés, par exemple Mm, les plus diplômés ou certaines fonctions en particulier? Est-ce que mm. l'un ou l'autre, vous avez un recul par rapport à ça, pour pouvoir dire oui, Alors, ça touche plus que d'autres donc globalement, alors moi j'avais lu, alors j'ai pas de statistiques à avancer, mais en revanche j'avais lu pas mal d'articles là-dessus, mais c'est quelque chose qui touche énormément les jeunes, puisque aujourd'hui beaucoup de jeunes en fait ne pourraient pas accepter un travail qui va contre leurs valeurs, donc que ce soit par exemple par rapport à l'écologie ou par rapport à l'égalité, par rapport à X ou Y raison. Donc c'est quelque chose qu'on trouve énormément chez les jeunes, chez les générations, on va dire plutôt génération du baby boom ou qui sont venus un peu après. Pour le coup, souvent, bon, il faut que ce soit un métier qui corresponde à ce que j'avais envie de faire, à ma carrière, plutôt à mon salaire.
alors, c'est dans les grandes lignes, hein, évidemment, il y a pas mal d'exceptions dans les deux catégories, mais globalement, c'est un phénomène qui touche surtout les jeunes. Alors après, les jeunes, où est-ce qu'ils travaillent pas mal dans les nouvelles industries, dans les startups. Donc, si on regarde la population des startups, si on prend Factorial par exemple, qui n'est plus tout à fait une startup, mais c'est des populations très jeunes, et donc effectivement, ça touche surtout ces industries-là, l'industrie de la tech et surtout les populations jeunes. Donc, entre 20 et 35 ans, je dirais. Ouais, entièrement d'accord. Surtout la génération Z, je dirais, qui sera la plus touchée, je pense, à ce niveau-là. On retrouvera, moi, j'ai parlé avec beaucoup de personnes appartenant du coup à cette génération, et il y a quelque chose qui revient souvent, c'est la quête de sens. La quête de sens. J'ai besoin de partir de mon entreprise, et quand je demande pourquoi tu pars, je croyais que tu t'y plaisais. Oui, mais j'ai besoin de plus de sens. Et donc, la suite de la présentation sera sur cette thématique-là aussi, cette recherche de sens finalement. Et si on parle de secteurs, donc oui, il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres. Par exemple, si on parle des secteurs du BTP, ils sont normalement moins impactés que les secteurs de la tech, où là, ça fuse, il y a des gens qui arrivent, d'autres qui repartent. Une autre raison pour laquelle ça va être la génération Z et les jeunes qui vont avoir la possibilité d'être plus mobiles et de partir plus régulièrement, parce qu'il y a la quête d'expérience aussi, d'expérience professionnelle. On peut aussi parler que les plus gros gaps salariaux, c'est des gaps salariaux qui se font d'une entreprise à une autre, et pas au sein de la même entreprise. Au sein de la même entreprise, si vous avez une promotion, vous aurez peut-être 3 ou 4%. Là où dans une entreprise, si vous changez d'entreprise, ça peut être beaucoup plus. Ça peut être 10% par exemple, donc c'est énorme. À part ça, on pourra retrouver aussi chez les jeunes, c'est qu'ils ont plus d'alternatives que les profils d'employés plus âgés. C'est encore ça. Si les jeunes savaient pertinemment qu'ils auraient beaucoup de difficultés à retrouver un emploi derrière, ce serait compliqué. Donc surtout les jeunes avec un niveau d'études assez élevé, un niveau de compétences assez élevé, c'est donc on va dire les talents les plus importants de votre entreprise, ceux qui prendront par exemple les postes les plus stratégiques, etc. C'est vraiment eux qu'il faudra venir surveiller un petit peu à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que aussi les employés un peu plus âgés, on va dire à partir de 45 ans et plus, on remarque que c'est beaucoup plus difficile maintenant de trouver un boulot à cet âge-là, et qu'ils n'ont pas autant de flexibilité que les jeunes, ça, c'est sûr. Dans le chat, ça fait un peu réagir, et d'ailleurs, je me permets, moi en tout cas, d'apporter un peu de nuance, parce que je côtoie beaucoup de personnes en reconversion pro, et du coup, pas que des Z, des X, des Y aussi, et je vois dans le chat, ça fait réagir aussi sur ce sujet-là. Moi, j'ai la sensation, en tout cas, que ce constat, il s'est quand même étendu. Ça ne concerne pas que la génération Z. En tout cas, c'est ce que j'observe. Depuis le Covid en particulier, c'est quand même un phénomène aujourd'hui qui touche toutes les générations, parce qu'il y a eu cette prise de conscience. Et je vois, c'est ce qui se dit aussi dans le chat, des personnes qui disent depuis le Covid, on a l'impression que c'est plus trop marqué d'une manière générationnelle. Ça touche un peu tout le monde. Mais après, c'est vrai que des études confirment ce que vous dites. C'est Michael et Valentin, c'est que les études mettent en avant que ça touche en particulier les jeunes qui n'ont pas forcément ce même état d'esprit que moi, en l'occurrence, qui suis par exemple Y, où on était dans une relation au travail, où on mettait les pieds dans une entreprise et on y restait toute notre vie, par exemple. La dernière génération, elle est plus vraiment dans cet état d'esprit-là. Aujourd'hui, on n'a plus peur de partir et de bouger, etc. Mais voilà, c'était pour rebondir sur ce qui se disait dans le chat, parce que des personnes disaient moi j'ai tel âge et je me sens concernée par ça aussi, ou depuis le Covid on observe ça, etc. C'est sûr que le Covid, ça a redistribué les cartes d'une manière violente. On remarque, comme tu l'as dit, Anaïs, sur les générations antérieures, que ce soit X, Y, des gens qui, pendant le confinement, encore une fois, on retrouve cette quête de sens, qui se disent mais qu'est-ce que je fais ? C'est quoi ça ? Donc, d'où l'idée de choses comme le work-life balance, des choses qui peuvent rentrer dans la culture d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, les gens ont plus envie de se saigner au travail, sachant que s'il n'y a pas de reconnaissance derrière, en fait, je pense qu'il y a surtout ça. Mais bon, voilà. Ça me fait penser, quand j'avais fini mes études, il y avait un site d'emploi qui s'appelait Jobs That Make Sense, qui était justement dirigé en général vers les jeunes, pour trouver un emploi qui justement aidait, on va dire, à la société, qui avait vraiment du sens, qui agissait pour le bien commun, on va dire.
Yes. Ouais, ouais, c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal. Alors, pour, continuer un petit peu là-dessus, on va parler du why. Donc, le why, c'est le pourquoi, bien sûr. Donc là, on pourrait, mettre ça un petit peu en exergue les avec les travaux de Simon Sinek. Donc je ne sais pas si les personnes qui nous regardent sont familières avec ce personnage. Simon Sinek, c'est un coach en management, américain, qui a fait, de nombreuses conférences, qui est aussi l'auteur du livre Start with a Why. Et en gros, dans son ouvrage, il parle du fait que les entreprises qui ont le plus de succès finalement, donc je parle de Apple, je parle de Patagonia, je parle de SpaceX par exemple, sont des entreprises qui ne communiquent jamais sur ce qu'elles font, ni comment elles le font, mais pourquoi elles le font. Donc ça va être, par exemple, ici l'idée de votre culture, ça va être essayez de vous demander pourquoi est-ce que vous faites ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi votre entreprise est investie dans cette cause et pas une autre. Par exemple, moi, ça m'arrive souvent en rendez-vous que des RH me demandent, mais du coup, est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus sur Factorial? Qu'est-ce que vous faites? Moi, généralement, ce que je leur réponds, c'est plutôt de vous expliquer ce qu'on fait. J'aimerais bien vous dire pourquoi on le fait. Et encore une fois, je vois Sonia qui a mis dans le chat, le why, c'est donner du sens. Exactement, c'est vraiment le sens qu'on va donner. Donc, la réponse que je vais apporter, c'est que, par exemple, nos fondateurs, ils se sont rendus compte, ils ont fait 2 constats, il y a, quelques années quand ils ont fondé l'entreprise en 2016. Premier constat, c'est que les entreprises qui vont se concentrer, sur leurs talents, c'est des entreprises qui vont croître, qui vont se développer et qui vont être, pérennes. 2e constat, c'est que la plupart du temps, les départements, des RH et administratifs n'ont pas le temps, de se consacrer à leurs talents. Ils vont se consacrer à des tâches importantes comme, la gestion des contrats, la gestion des documents, plein de choses, mais ça va être toute cette partie administrative qui va représenter le maximum de leur temps, ou la grande majorité. Et en fait, le why de Factorial, donc ça va être redonner du temps aux directions RH pour faire en sorte que ce temps soit réinvesti dans le bien-être de leurs collaborateurs. Et en réinvestissant ce temps, justement, en parallèle avec la citation de Richard Branson, faire en sorte que l'entreprise se développe. Donc comment on fait ça? C'est avec, un logiciel SIRH comme Factorial. Donc, par exemple, le why de Patagonia, ça va être sauver la planète de la pollution. Le why de SpaceX, ça va être sauver l'humanité en développant une vie multiplanétaire. Le why si je reprends une entreprise de Elon Musk, par exemple, de Tesla, ça va être sauver la planète sur le plan écologique en allant promouvoir les véhicules électriques, etc., etc. Donc voilà, je ne sais pas si Anaïs et Valentin, vous êtes familiers avec les concepts que j'ai développés ici et si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça. Bah, moi si, carrément. Le why, c'est un sujet que j'aborde souvent en formation, même à l'échelle enfin, en fait, le why, ça se transpose dans plein de, domaines différents et moi qui forme et accompagne, sur la partie recrutement, même en recrutement, on va parler du why parce que quand on est amené à, travailler sur, la culture d'entreprise ou un audit de poste ou vendre un poste à un candidat, la notion du why est super importante parce que c'est finalement ce qui va, mobiliser l'intérêt, d'un candidat et des collaborateurs ensuite, quand on est sur le volet marque employeur, pour fidéliser et cetera donc moi, ça me parle absolument. Et je suis hyper fan de Simon Sinek. Donc, je ne Non, sais pas si complètement. Valentin, tu voulais Non, rajouter. complètement, voilà, sur la partie pourquoi, alors on peut se poser la question du pourquoi côté employé, c'est pour qu'est-ce qui va l'attirer en fait chez nous. Et donc là, c'est pour le coup, c'est plus seulement le salaire et l'émission en elle-même, il y a tout un ensemble de valeurs qui vont rentrer autour de ça. Et après, il y a le pourquoi côté entreprise, pourquoi, quel est son intérêt. Donc ce que tu disais tout à l'heure, Michael, en fait, c'est qu'effectivement, il y avait cette statistique de 40% des employés qui partent dans les 6 premiers mois, mais également on pourrait le prendre dès le recrutement. En fait, il y a beaucoup de personnes. Alors, j'avais lu une statistique, je crois que c'était 35% des salariés n'accepteraient pas une offre en fait si elle ne correspond pas à leurs valeurs. Et après également au moment de la sortie en fait. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce phénomène qui a lieu aux États-Unis depuis 2-3 ans qu'on appelle The Great Resignation, la grande démission. Et ces personnes en fait qui après le Covid se sont rendues compte que leur métier n'avait plus de sens et se sont dit je vais changer de travail, je pars en fait et démissionnent en masse.
Et donc aujourd'hui, alors je crois il y avait une statistique, c'était 70% des employés chercheraient une autre entreprise en fait s'ils se rendaient compte qu'elle n'était pas parfaitement alignée sur leurs valeurs. Et donc voilà, c'est donc vraiment pour moi, il y a un why pour les employés et vraiment le why aussi côté employeur en fait. Mmh. Ouais, ouais, et c'est ça la puissance du why, c'est que, par exemple, les entreprises que j'ai mentionnées tout à l'heure, c'est des entreprises qui vont communiquer leur why à leurs clients et les clients vont acheter, leurs produits en fonction de ce why, mais c'est la même chose pour les employés et pour la rétention. Parce que, les employés par exemple, de SpaceX, ils sont chez SpaceX ou chez Patagonia parce qu'ils voient, ils disent qu'ils font partie d'un projet qui est quelque part plus grand qu'eux, et on peut mettre ça aussi en exergue, peut-être avec, la pyramide des besoins de Maslow, Mmh. et qui disait du coup dans nos sociétés développées, le dernier besoin tout en haut de la pyramide, c'est le besoin de transcendance et ce besoin de transcendance, c'est quelque part cette quête de sens. Faire quelque chose dans lequel un projet plus grand que soi, encore une fois. Et donc voilà, par rapport, au why, ce qu'on pourrait, dire également, c'est, j'ai une citation de Jeff Bezos en tête qui disait: «Le marketing, c'est ce que disent les gens de vous lorsque vous n'êtes pas dans la pièce». Eh bien, la marque employeur, c'est exactement la même chose. Étant donné que la marque employeur, c'est du pur marketing, pour, du côté RH, je dirais. Hem, Si vous ne parlez pas de vos valeurs, si vous ne, heu, développez pas, un axe, assez, concret et solide sur les valeurs de votre entreprise, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Et donc, ça, c'est plutôt la chose à éviter parce que si quelqu'un d'autre le fait pour vous, c'est, rarement à notre avantage. Donc, vaut mieux prendre le temps de le faire, à ce niveau-là. Ça vaut toujours le coup. Je ne sais pas si, Valentin ou Anaïs aussi, vous avez eu des expériences avec des entreprises qui ont complètement délaissé, l'idée de de parler de leur culture d'entreprise ou des valeurs de leur entreprise? Moi, oui, j'avais travaillé dans des grosses entreprises, enfin des grosses industries où pour le coup, on ne parlait pas vraiment de valeurs ou en tout cas ça existait peut-être, mais en tout cas, c'était pas plus partagé que ça en fait. On n'en parlait pas entre nous, c'était pas quelque chose qu'on nous rappelait régulièrement ou en tout cas, ça n'importait pas tant que ça dans le moment de nous recruter. Inversement, il y avait d'autres fois où c'était vraiment, mis en exergue. Hem Voilà, c'est juste ça. Alors après, j'ai jamais eu le cas où une entreprise, inversement, avait une réputation, on va dire, négative. Donc nous, on en connaît tous, hein. Bon, ça fait en général, la une des médias, mais c'est des entreprises où, pour le coup, leurs valeurs, étaient, mises à mal, en fait, où on disait, il y a une culture un peu toxique, hein, d'entreprise et pour le coup, en fait, vraiment, ces valeurs d'entreprise, peuvent être prises dans les 2 sens et ça peut être autant positif que négatif. Mmh. Et pour rebondir à ce que dit Lucie dans le chat, qui nous dit que, les exemples qui sont cités sont principalement des exemples de grosses entreprises. Mais, Mmh. moi, pour compléter, je me permets de préciser que la culture d'entreprise, finalement, c'est quelque chose que, toutes les entreprises ont, hein, qu'elles le veuillent ou non. Il y a déjà une culture, hein, qui existe. C'est juste qu'après, elle est travaillée ou pas travaillée, ou elle est délaissée, et elle est pas communiquée. En tout cas, c'est quelque chose qui existe par Mmh. défaut. Donc, même une petite entreprise a une culture d'entreprise et a tout intérêt effectivement à réfléchir à cette notion de why, parce que ces difficultés de rétention, j'aime pas trop ce mot, mais de fidélisation et d'attraction, elles concernent absolument toutes les entreprises et pas que les grosses comme Google ou Apple. Je ne sais pas si vous voulez Complètement. compléter. Mmh. Com Complètement, oui, tout à fait. D'ailleurs, en fait, c'est pourquoi on parlait des grosses entreprises, parce que justement, souvent, ce n'est pas mis en place dans les grosses entreprises. C'est Et même ouais. plutôt moi, dans mon expérience, en tout cas, c'était dans les petites où c'était appliqué, parce que c'est Mmh. même plus facilement applicable. C'est plus facile de faire passer le mot que, nous, ce Ouais. qui Mmh. nous unit, c'est telle valeur, en fait. Dans les grosses Mmh. entreprises, ça suppose une grosse organisation sur comment, bon, on va faire en sorte que, tout le monde partage ses idées. Mmh mh. Oui, ouais, ouais, totalement d'accord. Et puis encore une fois, pour rebondir sur, ce qu'a dit Lucie, effectivement, la culture d'entreprise, là, on a mentionné plusieurs gros groupes, mais dans le cas, des petites entreprises,
culture, c'est quelque chose qui peut faire vraiment la différence. Dans le sens où, je vais reprendre par exemple, la statistique que tu as mentionnée, Valentin, disant qu'il y a, environ 70 des employés du moins aux États-Unis, en France, je ne sais pas, qui seraient capables de quitter leur poste pour, une entreprise qui serait plus alignée avec, le sens qu'ils ont envie de donner à leur vie finalement. Si vous êtes une petite entreprise, que vous êtes à la recherche de talents intéressants, mais que, par exemple, vous venez de commencer, vous êtes une 10, quinzaine de personnes et donc vous n'avez pas forcément les mêmes, avantages concurrentiels en termes, de recrutement que, d'autres sociétés comme Google qui vont pouvoir proposer aux profils les plus intéressants, bah, voilà, une cantine, une garderie, un salaire très attractif. Toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui compte effectivement, mais comme on a pu le voir tout à l'heure, le sens, c'est quelque chose qui a un poids de plus en plus important. Donc si vous, en tant que petites entreprises, au lieu de parler des différents avantages que, par exemple, vous ne pouvez pas offrir, parlez du why, parlez du sens que vous allez donner. Et donc, si vous vous concentrez sur ce sens, sur ce projet plus grand, si vous allez être beau, il n'y a pas besoin d'être 13 000 employés pour parler de ça. Si vous parlez de votre why et de dire pourquoi le projet de notre entreprise, c'est un grand projet, c'est un grand why, eh bien, fatidiquement, il y aura des employés talentueux qui viendront chez vous plutôt que chez une plus grosse boîte qui aura plus de moyens parce que justement, elle retrouve ce sens dans ce que vous proposez. Donc, en termes de recrutement, c'est vraiment un argument à ne pas prendre à la légère. Je tiens vraiment à insister là-dessus. Et ça demande pas des moyens non plus inatteignables, parce que je vois Mathilde qui dit oui, mais c'est parce que les petites entreprises, elles n'ont pas les mêmes moyens à disposition que les grosses entreprises, et que du coup, sur le marché de la concurrence, forcément, les plus petites se font écraser par les grosses. Mais moi, je suis convaincue que c'est pas une histoire de moyens finalement, parce que travailler sa culture d'entreprise, ça commence, comme tu le disais, Michael, avec l'expression du why, avec les petites actions au quotidien. Et après, il y a des choses qui ne demandent pas de gros moyens, mais ne serait-ce que de mobiliser ses ressources internes, ses collaborateurs, leur proposer de devenir un peu plus ambassadeurs, de jouer de leur personal branding, prendre la parole sur les réseaux. Et déjà, ça œuvre pour communiquer sur sa culture d'entreprise. Moi, je connais des petites entreprises. C'est pas Google et c'est pas Apple, et pourtant elles ont une belle notoriété et elles n'ont pas des moyens comme Google, et pourtant ça fonctionne parce qu'elles ont compris cet enjeu et que elles arrivent à voilà, utiliser ces moyens-là à leur portée, et ça fonctionne. Totalement. Exactement, on va pas se mentir, enfin pour les petites entreprises, c'est très difficile d'être compétitive en termes de salaire proposé, aux employés. Donc en fait, souvent, il faut jouer sur cette corde-là et pour le coup, là, elle peut être plus efficace que les grandes entreprises. Moi, je sais que par le passé, bah, c'est ce qui m'avait attiré dans pas mal de, justement, petites entreprises, des startups en général. C'est que justement, je me dis: «Bon, bah, ça a un sens et on partage des valeurs que je ne retrouverai pas dans des grosses entreprises». Effectivement et encore une fois, ça passe dans n'importe on le verra plus tard dans la présentation, mais la culture d'entreprise, c'est quelque chose que vous pouvez véhiculer dès l'expérience de recrutement. Si vous êtes le genre d'entreprise qui pour un poste en particulier, vous voulez, demander 1 ou 2 références, à l'employé que vous allez recruter. D'accord? Mais, proposez proactivement. Est-ce que ça vous dirait de parler à 1 ou 2 employés satisfaits de travailler chez nous? Il faut que ce soit un petit peu peut-être dans les 2 sens et proposer, vous allez vous distinguer directement en faisant des petites actions, en se concentrant sur les détails de cette manière. Si vous vous demandez une recommandation, n'ayez pas peur d'en donner une aussi de votre côté. Voilà pourquoi toi, tu devrais travailler chez nous. Voilà, notre culture d'entreprise. Si tu as envie d'échanger avec, plusieurs de nos intervenants, n'hésite pas, on te passe le contact et il y a pas de problème. C'est quelque chose qui est très, très rarement fait, dans les processus d'embauche et pourtant, ça a beaucoup de valeur également. Et encore une fois, il y a pas besoin d'énormément de moyens pour, réaliser une petite action, comme ça. Alors, on va poursuivre la présentation avec le who. Le who, donc le qui. Donc finalement, qui est impliqué dans la construction d'une culture d'entreprise forte? Là, moi, ce que j'ai en tête, vous me dites si vous êtes d'accord avec moi ou pas, hein, n'hésitez pas à challenger, tout ce qui est dit ici. L'idée, c'est d'avoir une conversation, la plus interactive possible. Donc moi, de mon point de vue, ça va être les leaders, les managers et les employés. C'est-à-dire que, toute personne qu'on va recruter au sein de l'entreprise doit être une incarnation, voire même une personnification des valeurs de la boîte. Ça va être par exemple, chez Factorial, on a une culture, très, très entrepreneuriale. C'est-à-dire que,
dans cette culture très entrepreneuriale, l'idée, c'est qu'on va pas on va être là les uns pour les autres, mais l'idée, c'est d'être proactif, d'être dans le mouvement. Donc, on pourra retrouver, par exemple, chez Factorial, des anciens entrepreneurs, des gens qui ont déjà fondé des boîtes, des gens qui ont déjà participé dans l'organisation de projets, qui ont fait des projets personnels. On retrouvera beaucoup de typologies comme ça. Et donc, c'est ça, en fait. C'est finalement, si vous, dans votre culture d'entreprise, la proactivité, heu et je sais pas, l'idée, d'avoir un parcours entrepreneurial, c'est quelque chose d'important pour vous. Hem, ce n'est pas la peine de recruter des profils, on va dire, purement, on va dire, qui n'incarnent pas ces valeurs, en fait, qui vont être, par exemple, purement classiques, qui vont être en dissonance avec les valeurs qui sont les vôtres. Donc ça se passe encore une fois dès le processus d'embauche. Valentin, est-ce que tu aurais, quelque chose à ajouter, par rapport à ça? Est-ce que tu as une précision, là-dessus ou Ouais, pas? tout à fait. Donc effectivement, pour moi, ça se joue vraiment à tous les niveaux, en fait. Donc évidemment, hein, au niveau organisationnel, côté manager, côté RH, en fait, pour on peut inculquer entre guillemets ces valeurs. Mais moi, le plus important, selon moi, c'est vraiment côté employé, en fait. Ce qui va faire qu'on les partage et qu'on y croit surtout, c'est se dire, bah tiens, mes collègues qui sont au même niveau que moi partagent ces mêmes valeurs et y croient. Parce qu'à partir enfin, moi, j'avais connu aussi d'expériences, en fait, où justement on ne partageait pas tout à fait ces mêmes valeurs, où il y avait peut-être un cercle négatif et cetera. Et donc là, à partir de ce moment-là, en fait, on commence à penser de manière différente. Alors, c'est normal de penser de manière différente, mais là, j'entends par là qu'on ne partage pas ces mêmes valeurs et en fait, on va créer des tensions. Donc, par exemple, si, le côté, autonomie ou confiance n'est pas partagé par tous les collaborateurs ou d'un même niveau, là, forcément, il va y avoir des tensions entre ces mêmes collaborateurs et certains pourraient être tentés de partir, ou à minima, en fait, ça va créer des conflits, au sein des équipes. Donc pour moi, c'est vraiment très, très important que ces valeurs soient non seulement partagées par les employés, mais qu'eux-mêmes, en fait, soient acteurs du partage de ces valeurs-là. Ouais, totalement d'accord. Anaïs, je ne sais pas si tu avais, quelque chose en tête, par rapport, à l'idée du «vous» finalement, si tu as une expérience personnelle peut-être à nous partager, sur, une ancienne entreprise pour laquelle tu as travaillé ou avec laquelle tu as été en relation? Bah, en fait, alors moi, c'est plus sur la notion, tu vois, de culture fit où, je trouve que des fois, c'est un peu, ambigu. C'est selon les entreprises, il peut y avoir une interprétation différente. Certains vont partir du principe que du coup, puisqu'on veut absolument une adéquation entre la culture et les candidats, on va avoir une tendance à, du coup, aller chercher que des candidats qui ressemblent aux gens qui sont déjà dans l'entreprise. Et en fait, je trouve que c'est un peu le piège, c'est de confondre l'adhésion à des valeurs, à une vision et les parcours qui pour moi sont deux choses différentes et ça peut du coup amener au contraire de la diversité et de l'inclusion à vouloir recruter que des gens qui par exemple, je sais pas, je fais des gros raccourcis mais par exemple on veut un esprit entrepreneur, ben, on se dit on veut que des gens qui ont fait l'école X parce que c'est des machines à entrepreneurs ces écoles-là et du coup on va aller quand on va recruter, on va regarder dans les critères que ces gens-là sortent de cette école. Mais ça pour moi ça c'est le piège du culture fit Mmh. et après c'est une terminologie propre à moi-même, mais moi j'aime bien parler plutôt de culture ad plutôt que de culture fit, parce que Mmh. selon moi, je pense que ça, on peut effectivement adhérer à des valeurs, à des visions, etc. Mais on peut aussi apporter des choses et contribuer à la culture de l'entreprise. Et du coup, moi perso, j'aime pas trop la notion de fit. Je préfère la Mmh. notion d'ajout, de contribution à une culture. Et parce que je l'ai vu à l'œuvre, un petit exemple, j'ai bossé dans une entreprise où il y avait parmi les principes de la culture, il y avait un truc très fort, c'était l'esprit familial. Donc ça, c'est le truc un peu classique, start-up, qui commence Mmh. un peu à agacer beaucoup les candidats. Mais voilà, l'entreprise se revendiquait très familiale. Et on a une de nos collègues qui venait d'arriver. Au bout de 3 mois de période d'essai, on lui annonce qu'elle ne restera pas parce qu'elle ne colle pas à la culture de l'entreprise. Et a été mise en avant justement le fait qu'elle ne participait pas aux afters, elle posait trop de questions qui dérangeaient, elle ne voulait pas, par exemple, changer la bannière de son LinkedIn, enfin voilà, pour mettre celle de l'entreprise, des petits trucs comme ça, et qui, moi, derrière, m'ont fait me poser des questions. Je me suis dit, mais elle est où la limite Mmh. dans l'évaluation de l'adéquation entre la culture et les candidats?
Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Je trouve que ça Mhm. soulève aussi ces questionnements-là et il ne faut pas tomber dans ce piège-là pour le coup. Bah, voilà, c'était une réflexion que j'avais à Bah, partager. c'est super intéressant ce que tu viens de parler et je suis complètement d'accord. Au final, c'est là aussi, c'est la richesse des profils qui fera quelque part la richesse aussi de ton entreprise. Par exemple, si on reprend le cas de l'entrepreneur, je vois pas ça de la manière, on va dire, il faut que les personnes viennent de telle ou telle école, mais vraiment dans la richesse des profils. Ça peut être par exemple, bah, moi, enfin un petit jeune qui va dire, bah moi, quand j'étais plus jeune, j'organisais des soirées. Je louais des salles des fêtes, je trouvais des fonds, j'organisais les choses. Ça, c'est un Ouais. esprit autour de l'idée entrepreneuriale aussi. Que je partage. Ça peut être par exemple quelqu'un qui a voulu monter sa boîte, ça peut être par exemple quelqu'un qui s'est dit je vais me lancer un challenge personnel, je vais créer 30 vidéos d'1 minute que je vais partager sur les réseaux. Ça peut être entrepreneurial, ça peut même être quelqu'un qui dit j'ai toujours voulu faire du basket, je me suis jamais bougé là-dessus. Je me suis toujours dit que j'étais pas assez bon. Bah, peut-être cet esprit entrepreneurial, ça peut même se matérialiser dans des actes minimes comme Ouais, ouais. aller à un club, ce genre de choses. Mhm. Mais ouais, culture ad, totalement important. Il faut, encore une fois, ouais, faut faire attention aux culture fit, mais c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir débattre, par la suite, puisqu'on Parfait. parlait de la compatibilité d'un profil avec la culture de l'entreprise. Ouais. Moi, on va dire, par exemple, là-dessus, ça va être, la culture de l'entreprise, ça valorise beaucoup la proactivité. Hem et hem tu vas embaucher par exemple un profil, marketing. C'est une petite boîte, donc généralement dans une petite boîte, on a besoin de faire beaucoup de choses. Mais cette personne, on estime qu'elle est pas, on va dire, suffisamment proactive. Elle a besoin de beaucoup, donc qu'on soit souvent auprès d'elle et cetera. Il y a pas un moment où elle va venir et dire: «Oh regarde, j'ai fait ça». C'est toujours elle va demander, donc je dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis juste que il y a des entreprises pour lesquelles ça colle, d'autres pour lesquelles ça colle pas. Donc, je pense qu'il faut se mettre en adéquation entre les must-have, c'est quelque chose qu'on verra après, de l'entreprise, c'est-à-dire les valeurs sur lesquelles on ne reviendra pas, qui sont vraiment absolument essentielles pour nous et que chaque candidat ou chaque employé qu'on va accueillir chez nous devrait avoir, et les nice to have. Il faut vraiment faire gaffe entre ce qui est non négociable de notre point de vue et les choses sur lesquelles on va être un petit peu plus tolérant, et cetera. Et pareil, encore une fois, ça, c'est quelque chose à mettre en exergue avec le poste. Par exemple, si tu es dans un profil marketing, tu veux de la créativité. Si tu es dans un profil développeur web, tu veux, je sais pas, de la rigueur, par exemple, dans le code, toutes ces choses-là. Donc, moi, de mon expérience, je pense que c'est mieux de prendre un employé qui est peut-être sur le papier moins bon qu'un autre, mais qui a complètement adhéré à la culture de l'entreprise et qui correspond parfaitement à ce que l'entreprise recherche, plutôt qu'un employé, un autre candidat qui est en apparence sur le papier plus, on va dire, qualitatif, plus compétent, mais avec lequel on observe une certaine dissonance avec la culture de l'entreprise. Donc ça, c'est ce que j'avais en tête, mais libre à vous de challenger, tout ça. Ouais, Après, oui, il j'ai y a un posé des... Pardon, Pardon. Valentin. Non, je disais juste, j'ai posé la question dans le chat, mais ouais, je serais curieuse de savoir dans l'audience si vous rejoignez cette vision-là, que l'adéquation avec la culture prime finalement sur, comment dire, Michael, sur la perfection du profil. Je ne sais pas comment trop traduire ça, mais bon, je pense que c'est clair. Et je vois que ça me dit oui, tout à fait d'accord dans le chat. On va les laisser répondre. Vas-y, Valentin, je t'ai coupé. Si tu voulais rajouter quelque chose. Oui, j'allais dire, bah, après, c'est quand même quelque chose de difficile à estimer, et puis un équilibre à avoir avec les compétences réelles, hein, d'un employé. Donc, il y a toujours ce qu'on appelle les hard skills, et là, bah, plutôt les soft skills, qui vont être justement toutes les valeurs, les manières d'être, etc., qui sont de plus en plus importantes. Bon, ce qu'il y a, c'est que, évidemment, quand on fait des entretiens, quand on rencontre un employé,
employé quand on l'a juste pendant quelques semaines au départ, pendant sa période d'essai ou quelques mois, bah, c'est difficile d'avoir. Ce sont des impressions, hein, souvent. Et donc parfois, on n'a pas l'entièreté de comment est la personne et savoir effectivement est-ce qu'elle partage réellement ses valeurs. C'est trop facile en entretien de dire: «Bon, moi j'ai vu sur le site que vos valeurs c'était, autonomie, confiance, et cetera. Bah oui, moi je suis complètement autonome et je fais toujours et j'aime qu'on me fasse confiance, et cetera». Bon, c'est trop facile de se faire recruter comme ça. Donc évidemment après, il y a, faut le sentir évidemment, mais on peut pas se fier seulement à ce sentiment. Il y a les hard skills aussi à prendre en place. Donc il y a un juste équilibre à avoir, il y a un juste équilibre à avoir là-dessus. C'est juste, le Ouais, je commentaire suis que je voulais faire. complètement d'accord avec toi, Valentin, dans le sens où, quand on embauche, une personne, c'est pour, getting the job done. On embauche cette personne parce qu'on a tel besoin et on veut qu'elle fasse le boulot. Après, encore une fois, s'il y a une dissonance trop importante entre, la culture et cette personne, ça peut coincer et ça peut du coup lier à ce que cette personne, elle rentre dans la statistique des 40 qui vont quitter le boulot au bout des 6 prochains mois suivant leur embauche. Je pense que, encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez, travailler pendant votre processus de recrutement. Faites des études de cas, vérifiez les hard skills, vérifiez les hard skills, faites des études de cas. N'hésitez pas à ajouter plusieurs personnes dans le processus de recrutement. Plus vous allez passer de temps pour choisir le bon candidat, plus il y a de chances pour que ce candidat reste longtemps dans l'entreprise par la suite. C'est-à-dire que euh, si à la fin du processus, il vous reste 2 personnes et il y en a un qui a vraiment assuré sur, votre étude de cas et l'autre qui s'en est plutôt bien sorti, mais, il y a des axes d'amélioration. Mais, ce dernier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, correspond complètement à ce que vous recherchez en termes de culture d'entreprise. Là, c'est votre boulot, et après on pourra discuter de comment Factorial peut, enfin gère cette partie-là pour vérifier sur hem, est-ce qu'il y a un écart trop grand entre ce que nous on attend et ce que toi tu proposes. Est-ce que la formation que nous on va te proposer te permettra d'arriver au même stade de compétences que l'autre candidat ou pas? Et c'est là qu'il faut que tu vois, qu'il faut que tu gères. Mais encore une fois, moi de mon point de vue, je pense que si tu embauches la personne qui a les meilleurs hard skills et qui est trop décalée par rapport à la culture, il y a un moment ou un autre, je pense que ça collera pas si l'écart est trop grand, encore une fois. Donc c'est un subtil équilibre à trouver entre hard et soft skills, encore une fois. C'est ce que disent d'ailleurs les personnes dans le chat. Vous êtes en cohérence tous les deux avec ce qui se dit dans le chat. La plupart des personnes disent qu'effectivement, c'est plutôt une question d'équilibre. Mmh. Ouais, ouais, totalement. Alors, maintenant, on va travailler sur le what. Donc le what, ça va être vraiment, les valeurs. Les valeurs, le what, ça va être les valeurs et la mission. Donc, si vous les ça va être les piliers de la création de votre culture d'entreprise. Ça va être, par exemple, les must-have qu'on a pu, évoquer tout à l'heure sur, ce qui va vous aider à recruter les meilleurs candidats et le fait que, ces valeurs, elles doivent être transmises aux différents, strates de l'entreprise. On retrouvera aussi, du coup, par exemple, ça, c'est différentes valeurs présentes chez Factorial, donc ownership, qu'on pourrait traduire par sens des responsabilités. Ça va être en gros, chacun est responsable de son travail et c'est comme ça qu'on va mesurer les résultats. Curiosité et sens des priorités. Fait, c'est mieux que parfait. Ça, on va dire, ça va être une partie de nos must-have et du coup, c'est comme ça, par exemple, qu'on va recruter quelqu'un. Ça va être par exemple, dans les processus de recrutement, dans le who, des questions qu'on peut poser, ça va être, comment est-ce que les gens vous décrivent? Quels sont, par exemple, donnez-moi 3 adjectifs, qui reviennent souvent lorsque, si je devais, rencontrer un de vos amis, un de vos anciens patrons et cetera. Donnez-moi 3 adjectifs que cette personne serait susceptible de me donner, sur vous, heu, qui vous qualifieraient. Essayez de voir si ces adjectifs, ils se rapprochent un petit peu, finalement, de vos core values. Est-ce que, la personne, elle va vous dire, «Bah, voilà, je suis curieux», mais voilà, elle va développer, bah, «Je vais, regarder, les, tous les styles de musique possibles et imaginaux. Moi, je suis fan de jazz, de country, de rap. Je vais être curieux dans, ce que je lis, dans mes expériences, dans les gens et cetera». De quelle manière, ces différentes choses vont se matérialiser, finalement?
et on retrouvera les nice to have. Encore une fois, là, ça va être un équilibre subtil à trouver entre les core values, les must-have de votre entreprise et aussi les must-have, on va dire, du poste en question. Ça va être par exemple, si quelqu'un vous dit, vous recherchez quelqu'un en marketing et cette personne, elle n'a pas cette qualité de curiosité, c'est peut-être quelque chose à prendre en considération pour un profil marketing. C'est peut-être pas forcément le cas d'un développeur. Pareil pour un commercial, est-ce que cette personne, elle est définie par son entourage comme quelqu'un de proactif? Est-ce que c'est quelqu'un qui, par exemple, n'arrive pas à décrocher de rendez-vous, va essayer de trouver des solutions par lui-même, etc., etc. C'est autant de choses à mettre en exergue. Mais donc voilà. Je ne sais pas si Valentin et Anaïs, vous avez des choses en tête ou à nuancer par rapport à ce que j'ai pu dire. Ouais, pour nuancer, donc pour moi, en fait, vraiment les valeurs, d'une entreprise, c'est, vraiment, la façon dont les choses se font, en fait, hein, au final, dans l'entreprise. Et pour moi, il y a vraiment 2 choses un peu clés sur lesquelles il faut faire attention au moment de choisir ces valeurs. C'est déjà, il faut que ça soit pertinent, évidemment. C'est trop facile de se dire: «Ah moi j'aimerais bien que mes employés, soient autonomes» et du coup je vais dire: «Ah bah tiens, je vais mettre valeur autonome». Tout à l'heure, bon, par exemple, tu avais cité, Michael, dans les valeurs factorielles, il y a la curiosité. Bon, c'est pertinent dans le cadre de Factorial, puisque en fait, c'est un logiciel qui évolue énormément. En fait, on a toujours besoin d'apprendre comment le logiciel fonctionne, mais c'est pas forcément pertinent dans toutes les industries. Bon, la curiosité, bon, c'est un industrie où ça évolue pas trop, on a surtout besoin d'être efficace. Ça change pas grand-chose. Après, il y en a certaines, il y a certaines qualités. Moi, j'avais vu dans une autre entreprise où je travaillais avant, il y avait on travaille dur. Je dis, bah, enfin, là, on enfonce des portes ouvertes. C'est trop facile de dire, ah oui, on aimerait trop que tout le monde travaille dur. Mm. Et après, le dernier point, en fait, sur lequel il faut, à mon avis, être très prudent, c'est que ce soit effectivement appliqué, en fait. Donc là, même chose, j'avais une entreprise dans laquelle on disait, nos valeurs, c'est la confiance. Mais je me dis, mais et quand je travaillais à l'intérieur, je me dis, mais enfin, à aucun moment on nous fait confiance. On propose des choses et à chaque fois, il y avait du micromanagement de partout. On faisait attention à tout. Donc là, vraiment, faut vraiment se méfier sur les valeurs qu'on choisit, sur les valeurs en fait qu'on pense qui sont pertinentes pour nous. C'est trop facile, voilà, de dire, voilà, moi j'ai besoin de ça, 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 et on choisit, on les met dans toutes nos offres d'emploi. Mm. Ouais, totalement, totalement. Je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, Anaïs? Non, juste ça me faisait sourire parce que dans le chat, ça suscite la curiosité d'essayer de comprendre pourquoi il y a beaucoup de termes anglais dans, dans vos échanges. Donc, je leur ai expliqué que, si je dis pas de bêtises, Factorial, vous êtes une boîte internationale et vous avez des collaborateurs, des clients un peu partout. Vous êtes localisé en Espagne. Je pense que c'est ce qui explique. Yes. Alors, moi, j'ai une autre explication aussi. Alors, bon, effectivement, vous avez complètement raison de nous le faire remarquer. On ne devrait pas utiliser autant d'anglicismes. J'ai promis qu'on ferait des efforts, donc je compte sur vous. C'est ça. Parfois, on fait souvent quand on nous demande de traduire pour le marché français certaines choses, on fait une petite gymnastique mentale pour retrouver comment on le dit, parce qu'en fait, on a tellement l'habitude de l'utiliser. Alors, en fait, ce franglais est très commun dans le monde des startups, qui est très international pour le coup. C'est quelque chose aussi qui est très commun chez les jeunes qui ont souvent travaillé à l'étranger. On devrait pouvoir s'en passer puisqu'on a souvent une bonne traduction en français, effectivement. Mais voilà, c'est souvent dû, je pense, au milieu de la tech, qui est le nôtre avec Michael, et qui fait que souvent, on a trop facilement la tendance d'utiliser un mot en anglais parce qu'on a l'habitude de l'utiliser avec nos collègues, et le mot en français ne nous vient pas tout de suite. C'est ça, c'est parce qu'en fait, c'est plus on est plus victime de notre industrie, et puis on va pas se mentir, générationnellement aussi, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, mais dans l'industrie de la tech, en fait, il y a vu que c'est une grosse partie de la tech vient des États-Unis, toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui est resté, ça fait partie d'un langage commun. Et puis après, comme tu l'as mentionné, Anaïs, Factorial, c'est une entreprise. La France, c'était notre tout premier marché avec l'Espagne, mais on est aussi présent, voilà, au Portugal, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, au Brésil, au Mexique. On est vraiment amené à être dans cet environnement multiculturel. Donc, c'est quelque chose qui va revenir régulièrement dans la présentation. On fera un effort pour la prochaine fois, on vous promet. Et détachez-vous de la forme, sinon. Et puis, c'est surtout le fond qui compte finalement, même si c'est un peu parfois agaçant, et je comprends que ça puisse agacer, mais voilà, accordons de l'importance au fond et puis essayons de se détacher de la forme. Et je vous propose du coup qu'on avance parce qu'on arrive sur la dernière partie de ce webinaire.
Bien sûr, bien sûr. Alors, on va avancer très rapidement sur cette partie-là, genre le quand, donc très rapidement, avant, pendant et après. Ça va être, avant, que candidat soit embauché en tant qu'employé, toute l'expérience collaborateur, toute la vie, qu'il aura au sein de l'entreprise et après, au moment de sa sortie et même, par la suite, comment ces échanges, avec son ancienne entreprise se passeront. Donc, par rapport à ça, si vous voulez, discuter, ajouter quelque chose, Valentin, Anaïs, n'hésitez pas. Là, je vais juste avancer un petit peu plus rapidement. Donc, avant l'embauche, lors de l'entretien, donc c'est quelque chose qu'on pourra faire avec un processus, hem, un processus d'intégration clair, net et précis. Donc, tout le matériel est déjà préparé. Donc là, vous avez par exemple une capture d'écran du parcours, collaborateur qui a déjà été préparé en ajoutant, par exemple, le matériel, la fiche, salarié, trouver, on va dire ce qu'on appellerait un parrain dans l'entreprise et cetera. Faire en sorte que les différentes tâches soient réparties, heu, aux différentes personnes de l'entreprise en temps et en heure, que les gens soient au courant de ce qu'ils ont à faire et qu'une fois qu'ils l'ont fait, nous, on soit au courant que la tâche a bien été réalisée. Côté employé, donc par exemple, on parlait de l'expérience de préparation avant l'entrée du collaborateur, bah, ça va être par exemple, si vous, vous êtes une entreprise, qui a envie, qui dit que nous, on aime bien avancer vite, on aime bien que ça aille vite et cetera. Vous pouvez pas vous permettre, d'avoir des processus, pour l'entrée d'un nouveau collaborateur qui soit trop long. Donc, par exemple, nous, ce qu'on va proposer, ça va être, la signature électronique, des différents documents, et la préparation, toute cette préparation du côté administratif qui est fait que, au final, un employé, par exemple, qui arrive à Factorial, il est opérationnel avant son premier jour de travail. Il n'a pas besoin de passer une matinée ou une journée, heu, dans le bureau RH pour signer des papiers, prendre connaissance de X ou Y chose. Il y a pas, tout est clair, net et précis avant même qu'il arrive et ça, il le sait et ça rassure aussi. Donc, ça, l'intégration, donc ça, on vient d'en parler. On peut, parler de je ne sais pas si vous vous donnez des goodies, des petits cadeaux à vos employés, par exemple, aux couleurs de votre entreprise. Le fait d'avoir déjà tout son matériel, à son bureau avec, son nom et prénom dessus, bah, mine de rien, ça rassure. On a déjà tout ce qu'il faut pour travailler. Par exemple, donc le premier jour, donc l'intégration et cetera, des nouveaux employés. Donc ça peut être, par exemple, organisé, nous, ça arrive régulièrement, Valentin, c'est quelque chose qu'on voit souvent, des événements, des événements internes pour accueillir les nouveaux, qui viennent de rejoindre Factorial et faire en sorte qu'ils se sentent inclus et vraiment part de l'entreprise. Ouais, tout à fait. Alors je me permets juste d'intervenir. C'est vrai que les personnes sont surprises de voir, dans sur en fait, sur la feuille des salariés restrictions alimentaires, également la taille de t-shirt. Alors c'est pas pour ficher les salariés, attention, c'est quand il y a des événements en fait, des dîners qui sont organisés, être sûr qu'en fait on propose des menus, pour tout le monde en fait. Donc là c'est vraiment, vraiment dans l'esprit d'inclusion. Après pour les tailles, c'est parce que voilà également il y a souvent des distributions de t-shirts, de vêtements en fait et donc là on a besoin de connaître la taille des employés. Cette Mmh. information-là, il y a que les RH qui l'ont. Attention, évidemment, moi, je ne Mmh. connais pas les restrictions de mes collègues. C'est ça. C'est quelque chose qui peut être assez utile aussi, du point de vue, je me souviens, j'avais, l'exemple enfin, il y a plusieurs exemples qui pourraient être donnés. Il y avait une chaîne de restaurants qui nous a rejoints et ils perdaient, pas mal d'argent, on va dire, quand ils devaient, acheter du matériel. Donc c'était, l'uniforme, on va dire, de l'entreprise. Ils faisaient des commandes de gros et après ils voyaient, ils dispatchaient. Et donc en fait, le fait de savoir, par exemple, au préalable, la taille, des nouveaux collaborateurs qui vont vous rejoindre, bah, ça permet d'économiser aussi à ce niveau-là. Pareil, par exemple, on travaille aussi pas mal avec des structures, par exemple dans le BTP, ou dans d'autres secteurs un peu plus, dans l'industrie, ou dans lesquels, il y a parfois besoin de donner des chaussures de sécurité, aux employés. Et bien là, par exemple, on va pouvoir demander, bah, voilà, la pointure des chaussures, histoire de faire en sorte, qu'on ne se trompe pas et qu'on donne bien effectivement une paire de chaussures, qui conviennent au futur employé en question, puisque ça va faire partie de ses outils de travail finalement.
Donc voilà, donc tout au long du processus, il y a des sondages qui seront effectués. Par exemple, une fois que, vous avez réalisé un parcours d'intégration, n'hésitez pas à demander, aux employés en question, à réaliser des sondages. Qu'est-ce que vous avez pensé du parcours d'intégration, de vos premières semaines, dans notre entreprise? Comment vous noteriez notre parcours? Par exemple, d'une note de 1 à 10, 10 étant la meilleure note. Et qu'est-ce qui nous manque finalement pour arriver à 10? Qu'est-ce que vous auriez aimé avoir dans ce processus? Qu'est-ce qui vous a manqué et qu'est-ce qui a très bien été fait? Et essayez de récupérer un maximum d'informations parce que justement, c'est cette information qui vous permettra de travailler sur votre attractivité, comme on le mentionnait tout à l'heure. Là, vous pouvez voir sur les différentes, captures d'écran, des résultats de sondages qui ont pu être faits. Je vais vous en montrer d'autres, un petit peu. Donc là, le comment finalement, c'est, de quelle manière on va pouvoir réaliser, tout cela. Donc c'est ce qui lie le quoi, le qui, le quand, c'est ce qui va, lier tout ça. Là, je vais vous proposer rapidement une étude de cas sur les entretiens, donc ça peut être entretien professionnel, annuel, individuel. Moi, vous me dites, si j'ai, tort ou pas du tout. Hem, la plupart du temps, quand je reçois des responsables RH, des DRH, quand on va me parler des entretiens, on va me dire: «Oui, on les fait, mais parce qu'il faut les faire, parce que c'est une obligation légale». Le problème de ça, en fait, c'est que la donnée, elle est pas exploitée, les personnes ne se sentent pas suffisamment inclus, ni même écoutées et donc si les employés ne se sentent pas écoutés, il y a une perte d'engagement qui va conduire à une hausse du turnover et de la fuite de vos talents, de vos employés. Là-dessus, j'aimerais bien avoir un petit peu vos opinions aussi, Valentin et Anaïs. Qu'est-ce que vous en pensez, sur ces choses-là? Complètement. Souvent, on les fait en fait par obligation légale, mais en fait, on peut vraiment les utiliser, ces entretiens, comme un atout justement pour en apprendre plus sur notre salarié et pour pouvoir comprendre en fait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et pour pouvoir prendre des actions en fonction de ça, être sûr qu'il soit à son plein potentiel. Et pour moi, en fait, vraiment, ça va dans les deux sens en fait ces entretiens. C'est vraiment d'un côté pour nous, pour lui donner des indications, pour dire ce qui va bien, ce qui va pas, et pour lui également de nous remonter ce qui ne va pas pour lui ou pour elle. Et donc moi, quelque chose et aussi d'expérience, quelque chose que j'ai connu beaucoup plus aussi dans les toutes petites entreprises, en fait, où on pouvait passer beaucoup plus de temps avec, son salarié. Donc on c'était des points réguliers, hein, c'était vraiment toutes les semaines avec notre manager, on avait un point de 1 heure en fait, où on repassait un peu tout ce qui se passait bien et tout ce qui ne se passait pas bien, et on pouvait être complètement transparent en fait et dire: Là concrètement j'ai un problème avec tel collègue, ou j'ai un problème avec ce processus, ou la manière en fait de mesurer notre performance, ça ne me convainc pas par ceci, par cela». Et c'est quelque chose pour le coup, pour moi, qui est un levier très important pour justement les petites entreprises. Mmh. Totalement, totalement. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Anaïs? Non, pas particulièrement. Je lis les interactions dans le chat au fur et à mesure, qui apportent quelques précisions par rapport à l'entretien, qui est plus un outil managérial et pas nécessairement une obligation sur l'entretien d'évaluation, contrairement à Le l'entretien pro. Donc après, ça reste un choix, C'est ça, oui, c'est ça. Mickaël? Non, là, on a mis différents types d'entretiens, mais là, oui, les entretiens pro, sont obligatoires. Les, entretiens d'évaluation ne le seront pas forcément. Après, c'est toujours mieux de les faire. J'ai envie de dire, c'est plus on a de données, mieux c'est. Mais ça concernera, par exemple, plus les entretiens professionnels ou les obligations légales ou par exemple, il y a, on sait qu'à partir d'une taille de 50 salariés, il y a d'autres obligations en plus légales qui arrivent. Donc c'est aussi pour toutes ces choses-là qu'on va mentionner, les entretiens, mais la problématique est la même. On va poser des questions et les employés vont pas forcément se sentir écoutés parce que la donnée derrière n'a pas forcément été exploitée ou pas suffisamment. La solution, du coup, que nous on propose, généralement à Factorial, c'est vraiment d'analyser, la donnée en question. Ça va être par exemple, hem nous, ce qu'on nous disait, les entretiens ont été faits, mais c'est beaucoup, beaucoup de données et cetera et on a du mal à avoir une vision claire, une sorte de photographie de qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, qui va bien, qui ne va pas bien, sur quel salarié on devrait passer plus de temps ou sur quel autre salarié on pourrait passer un petit peu moins de temps parce que visiblement tout va bien. Là, ce que je vous montre, par exemple, ce que vous voyez sur la capture d'écran, c'est ce qu'on appelle une carte de chaleur, même si on n'a pris que des couleurs froides, c'est l'ironie du sort. Là, vous voyez, par exemple, nous, chaque question qu'on va poser chez Factorial, on va la poser de 2 manières différentes. Sous la forme d'une évaluation
Ça va être par exemple une note de 1 à 10 ou de 1 à 5 ici dans le cas précis, et sous la forme d'une question ouverte, où là la personne pourra écrire, ou échanger. On pourra mettre, autant de détails qu'on veut concernant cette question. Et donc là, en fait, à chaque fois que, chaque note va être associée à une couleur. Plus la couleur plus la note est élevée, plus on va associer une couleur qui est foncée. Donc là, par exemple, je l'ai fait que pour 3 employés. On peut voir ici que sur la première ligne, visiblement, tout se passe bien. Donc là, je crois que c'est Alain. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes pour Alain. Il a globalement des cases assez foncées pour la plupart. Pour la personne juste en dessous, j'arrive pas à lire, il y a globalement, ça a l'air d'aller, mais il y a quand même un ou 2 sujets qu'il faudrait peut-être retravailler. Et par contre, sur la dernière personne, on voit qu'il y a pas mal de notes assez basses, de cases assez claires. Donc là, tout l'idée, ça va être de passer un petit peu plus de temps sur cette personne et d'essayer de comprendre, bah, finalement, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et donc là, on va pouvoir creuser dans les questions, ouvertes ici qui ont été posées. Donc, suite à tout cela, comme vous avez dû, vous en rendre compte, nous Factorial, on est vraiment obsédés par la donnée parce qu'on sait c'est ce qui fera la différence et c'est ce qui peut vous aider. Donc ça peut être par exemple ici, vous voyez sur le screen, sur la capture d'écran en haut à droite, hem, les différentes, demandes de formation pour, le catalogue qui a été proposé. Là, on voit que la grande majorité de nos employés ne se forment pas. Donc là, on va pouvoir utiliser d'autres fonctionnalités de Factorial comme les sondages, comme d'autres choses pour essayer de comprendre. OK, j'ai identifié un problème, maintenant je veux en connaître sa cause. Pourquoi est-ce que mes employés, ils ne se forment pas? Est-ce qu'ils ne sont pas au courant qu'on propose des formations? Est-ce qu'ils ne voient pas bien l'intérêt de se former? Est-ce qu'il y a un travail, d'éducation, à faire à ce niveau-là pour leur montrer que c'est dans leur intérêt aussi de monter en compétences? Ça peut être d'autres choses comme le suivi des compétences, par exemple. Si vous suivez correctement le suivi des compétences, si vous voyez est-ce que, la formation en question, elle a été pertinente ou pas? Est-ce que, la formation en question, elle est utile dans le travail quotidien, et cetera, et cetera? Et puis pareil, est-ce que l'organisme de formation qui a délivré la formation était, a bien fait son travail? Est-ce qu'on voit une réelle plus-value, une réelle augmentation des résultats? Et après, vous voulez un petit peu plus bas, d'autres études qui ont été faites sur la qualité de vie au travail, la destination pour le prochain séminaire, le développement de la marque employeur, la fidélisation des employés, toutes ces choses-là. Est-ce que, Valentin, toi qui es expert produit, tu aurais, d'autres éléments à nous apporter par rapport à tout ça? Non, effectivement, donc après voilà, c'est, ce qu'on en fait, c'est au propre, à chaque entreprise. Là, c'est difficile de donner une ligne directrice, globale. Après voilà, c'est juste qu'il faut les prendre en compte. Il ne faut pas le faire seulement parce que c'est une obligation, il ne faut pas le laisser au fond d'un tiroir. Il faut se dire: «Bon OK, c'est, si on me dit ça, c'est parce que, on peut acter dessus et faire quelque chose». Donc là, il y a tous les systèmes de sondage, les systèmes d'entretien en fait, donc après, à voir comment ça peut être organisé. Est-ce que c'est une fois, tous les mois, une fois toutes les semaines, et cetera? Faut pas le voir comme du flicage non plus, puisque justement ça va dans les 2 sens en fait. L'idée, c'est vraiment d'avoir des retours et que justement pour pas que ce soit perçu comme du flicage en fait, il faut dès que les retours soient suivis d'action de la part du management. Ouais, ouais, totalement, totalement. Donc pour compléter, je me permets de dire qu'effectivement dans le chat, on nous dit: «Ah mais on se met à parler GPEC, GEPP», bah oui, ça fait partie de la culture aussi. Ça fait partie de la culture, de la manière dont la GEPP est conduite. Du coup, je vous propose qu'on arrive sur la clôture de ce webinaire, Mickaël et Mmh. Valentin, parce qu'il est déjà, il est déjà l'heure. Pour clôturer justement, j'avais juste, 2-3 petites questions qui étaient restées en suspens. J'aimerais bien qu'on revienne dessus parce que pour pas laisser notre audience frustrée et sans réponse pour finaliser Bien ce sûr. webinaire. Déjà, il y avait une première question. On nous a demandé est-ce que cette présentation sera partagée? Alors, je vous pose la question. Alors, il y aura un replay, mais est-ce que la présentation en elle-même pourra être transmise ou pas? Vous savez ça ou pas, Mickaël ou Valentin? Ou est-ce qu'on a Gina dans les parages qui peut nous confirmer ça ou pas? Je ne sais pas. Là, faudra qu'on se renseigne en interne. Je ne sais pas si on pourra partager la présentation. Je pense que c'est possible, c'est possible. Si vous voulez qu'on vous envoie la présentation, je viens d'avoir le retour de Gina qui me dit que oui, effectivement, la présentation pourra bien Ok, être
communiquer, donc il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. On est bon, parfait. Ensuite, il y avait une petite question de Florine sur le passage onboarding, tu vois, la box, les goodies, ce genre d'éléments. Elle demandait à l'échelle d'une petite entreprise, qu'est-ce qu'une petite entreprise peut déjà, elle, à son niveau, mettre en place pour un onboarding avec ce même genre d'outils, mais sans gros budget, quoi. Valentin, je ne sais pas si tu veux commencer à répondre. Oui, non, sans gros budget. Il faut pas forcément un gros budget en général pour mettre en place ces outils-là. Donc là, évidemment, un logiciel RH, ça peut être utile pour déjà centraliser toutes les données en fait, mais également communiquer, proposer des interventions régulières avec cette personne-là. Après, bon voilà, la politique à définir en interne, c'est pas, ça serait trop facile pour nous de dire, bah tiens, dans votre cas, il faudrait ceci, cela. Oui, Mais ça effectivement, dépend du contexte aussi, ça. Chaque exactement, ça contexte. dépend de l'industrie. Ça, vraiment, il nous faut le contexte dans tous les cas. Donc, ça dépend de vous également. Bon, Là, moi, à l'élément discuter de... en off. Ouais, l'élément de réponse que je pourrais apporter, pour moi, c'est vraiment l'inclusion, faire en sorte que l'employé, ça peut être impressionnant de rentrer dans une nouvelle entreprise, c'est comme un microcosme, un micro-environnement. Donc, faire en sorte qu'il soit bien géré par exemple, son parrain, lui assigner un profil, par exemple, plus senior, qui lui montrera un petit peu les ficelles, qui passera du temps avec lui, qui prendra un café avec lui, peut-être lui montrer avoir des discussions purement off ou la réalisation d'activités qui n'ont peut-être rien à voir avec le travail, juste pour faire en sorte qu'il y ait une forme de cohésion finalement, ce genre de choses. Donc, et pour ça, encore une fois, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un gros budget. En plus, je sais pas vous, mais moi, je préfère arriver dans une entreprise où j'ai pas de goodies, j'ai pas de box et tout ça, mais en revanche, je suis super bien accueillie, de manière chaleureuse, on m'accompagne à mon démarrage, j'ai pourquoi pas un mentor, on communique, etc. Enfin, je préfère ça plutôt que l'inverse, d'avoir des Ouais, goodies et puis qu'on me laisse un peu au dépourvu au démarrage, quoi. totalement. Je vous propose que vous nous partagiez un mot de la fin pour clôturer ce webinaire, Michael et Valentin. Valentin, c'est un Ok, élément. je vais devoir improviser quelque chose. Un petit mot pour Non. clôturer, un mot de la fin? Non, merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Voilà, simplement pour vous dire que les RH aujourd'hui, ce n'est plus seulement, voilà, faut gérer le personnel, il y a des obligations légales, mais c'est en fait toute une politique en fait pour pousser les performances de l'entreprise en fait, que les RH sont hyper importantes. Et donc il y a beaucoup de choses à mettre en place en fait, notamment vis-à-vis de la relation avec les employés, sur comment ils se sentent en fait, pour qu'ils soient au maximum de leur capacité et pour faire des économies de coûts évidemment derrière. Je vais devoir vous le laisser. Je dois partir, mais c'était un plaisir d'être avec vous. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou Valentin ou aller sur notre site internet. Je dois vous laisser. À bientôt. Merci à tous. Merci Mickaël, merci Valentin, je profite pour vous remercier à mon tour. Merci à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui, vous avez été hyper actifs comme d'habitude dans le chat, c'est un plaisir de vous voir autant mobilisés et curieux. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau webinaire, comme chaque mois. Moi, je vous retrouve pour ce rendez-vous-là. Je suis ravie de vous retrouver à chaque fois. Et puis, pensez à suivre nos actus sur Culture RH, vous abonner, pourquoi pas, à la newsletter si vous avez envie d'être informé des nouveaux articles et des prochains événements. Et moi, personnellement, comme à chaque fois, je fais aussi ma petite pub, mais vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Je partage beaucoup de contenu, alors notamment sur la culture d'entreprise, mais aussi sur la marque employeur et le recrutement. Je vous dis à très bientôt. Merci encore Valentin et très bonne journée, très belle semaine à tous. Fin de semaine à tous et à toutes. Bonne journée, au revoir. Merci.